Bonjour et bienvenue à tous sur ce séminaire, sur ce webinaire, sur la blockchain et plus précisément sur comment protéger la valeur de votre entreprise et découvrir comment certains le font déjà. Loin d'être centré sur de la théorie, vous allez aujourd'hui entendre parler d'histoires vraies. Ces histoires nous ont permis de transformer nos idées, nos concepts, nos outils et nos méthodologies pour créer un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Chez Eggers Conseil, nous travaillons sur l'amélioration de la performance des entreprises au travers de la chaîne de valeur. Et dès notre première collaboration avec Crystal Chain et Mérieux NutriScience, nous avons identifié que la blockchain permettait de protéger et de renforcer la valeur des entreprises. Je m'appelle Philippe Gréco et je vais animer ce séminaire, ce webinaire avec trois experts très complémentaires sur le sujet. Thomas Carrien, le directeur général et cofondateur de Eggers Conseil, Sylvain Cariou, CEO de Crystal Chain et président de la commission de normalisation blockchain à l'AFNOR, et Patrick Bell, directeur Technical Services chez Mérieux NutriScience. Aujourd'hui, l'agenda se décompose en trois parties. D'abord, des histoires vraies de projets blockchain avec leurs bénéfices. Ensuite, un coup de projecteur sur la blockchain, comment cela fonctionne concrètement. Enfin, des retours d'expérience pour réussir un projet blockchain. À la fin du webinaire, nous aurons une session de questions-réponses. Vous pouvez cependant poser vos questions tout au long du webinaire et pour cela, vous disposez d'une fonctionnalité adaptée en bas de votre écran. Les intervenants pourront même potentiellement y répondre au cours du webinaire. Je vous propose d'utiliser plutôt le chat pour des échanges informels ou si vous avez un souci technique. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous avons choisi d'illustrer notre webinaire avec des réponses concrètes aux enjeux de protection de valeur. Nous n'avons pas l'ambition d'être exhaustif en 45 minutes. La blockchain peut apporter beaucoup de bénéfices pour vos clients, car il s'agit bien des bénéfices que vous pouvez apporter grâce à la blockchain à vos clients. Donc, par rapport à cette première partie des histoires vraies de projets blockchain, Sylvain va commencer par revenir sur la définition de la blockchain, puis vous parler de quelques projets que nous avons déjà menés. Sylvain, c'est à toi. Donc, je me disais merci Philippe et merci à tous d'être nombreux venus ce midi, malgré le beau temps. La blockchain, vous avez sans doute entendu parler beaucoup de cette technologie, peut-être que vous avez lu des choses, peut-être que vous avez compris, peut-être pas. Je vais faire très simple en fait, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas rentrer dans les détails de l'algorithmique de la blockchain, mais qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que c'est concrètement? La définition qu'on aime bien, nous, chez Crystal Chain, c'est celle que vous avez sous les yeux. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est partagée entre plusieurs utilisateurs, gravée dans le marbre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les modifier une fois qu'elles sont enregistrées, et sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle. Derrière, vous avez un dessin, vous avez des ordinateurs qui sont connectés entre eux. C'est une bonne illustration. Ces ordinateurs partagent l'information, chacun a une copie complète du registre de blockchain, et tout est mis à jour en temps réel. Merci. Alors, en partant de ça, c'est une fonctionnalité de base qui est d'enregistrement et de partage d'informations de manière gravée dans le marbre. Il y a eu tout un ensemble de projets, d'applications qui ont été développés autour de la blockchain. Et en fait, ça concerne beaucoup de secteurs, même, j'allais dire, tous les secteurs. Alors, on a entendu parler d'alimentaire, de textile, etc. Mais là, on a mis tout un ensemble de secteurs concernés par cette technologie. Le service aux collectivités, la finance, l'alimentaire, l'humanitaire, le sport, etc. Et toutes ces applications ont un dénominateur commun, la garantie d'intégrité de l'information. Là, on vous met un ensemble de projets blockchain que nous avons menés chez nous. Alors, je vais commencer par en haut à droite, et puis ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. On a commencé, en premier lieu, nous avons travaillé dès 2017 pour Carrefour sur leur toute première application blockchain. C'était même une première européenne dans ce secteur, pour garantir la qualité et l'origine des produits et de le communiquer auprès des consommateurs. Donc, dans ce cas-là, on parle de protéger la marque Carrefour et de le faire savoir. Le deuxième point, à droite, c'était pour un leader des services aux collectivités. Malheureusement, je ne peux pas garder le nom. Je ne peux pas donner le nom. On communiquera d'ici quelques semaines sur ce client qui gère l'eau et les déchets.
on a déployé notre solution pour suivre en temps réel la production et le contrôle de ces filières et de le prouver aux clients collectivités, ce qui permet de renforcer la confiance entre cet opérateur et les collectivités clientes. En bas, sur l'alimentaire, c'est un projet aussi confidentiel pour l'instant, mais pareil, qui va sortir dans quelques semaines. C'est un sujet de sécurité alimentaire qui sont extrêmement importants. Il est arrivé dans le passé des cas où de grandes chaînes disparaissaient suite à des problèmes de sécurité non maîtrisés. Notre rôle ici est de suivre en temps réel les flux de produits et les contrôles pour pouvoir réagir très rapidement en cas de problème. À gauche, on vous a mis quelques exemples de projets que nous avons menés dans la mode et le luxe. Alors, les deux secteurs très actifs dans la blockchain et dans la traçabilité sont l'alimentaire, Carrefour a donné le là en Europe, et puis la mode et le luxe, puisque dans ces secteurs-là, la marque est très importante. C'est sa réputation et donc sa valeur. On a travaillé pour la Fédération de la mode et de l'habillement, pour leurs adhérents, pour protéger le Made in France et le faire savoir. Le projet est sorti l'année dernière, et si vous êtes allé au salon Made in France il y a quelques mois à Porte de Versailles, nous y étions. Puis nous sommes très heureux car depuis la crise du coronavirus, on parle beaucoup du Made in France et de la relocalisation. Ça a redynamisé les filières françaises. Quant aux marques internationales, elles veulent absolument s'assurer que toute leur filière est éthique. C'est un sujet compliqué car les filières d'approvisionnement sont longues et internationales, depuis le fil de coton produit en Afrique, en Inde ou aux États-Unis jusqu'au vêtement final. La blockchain permet de récolter et de sécuriser ces informations. Nous avons travaillé ainsi pour notamment le groupe Chargeur, qui produit de la laine. Nous traçons leur laine depuis le mouton de la Pampa argentine jusqu'aux usines de confection pour suivre les engagements éthiques de toute la filière. Et puis pour un très grand groupe international de luxe, pour une de leurs plus grosses marques, là pour le coup, je ne pourrais pas en dire plus parce que le projet restera confidentiel, qui voulait avoir une cartographie en temps réel de tous ses approvisionnements dans sa filière cuir et ainsi s'assurer que ses engagements RSE étaient respectés. Et puis un dernier sujet très intéressant aussi d'actualité, la traçabilité des masques chirurgicaux. Vous avez dû entendre que certains masques vendus n'étaient pas tout à fait conformes aux exigences sanitaires. Dans ce vaste marché, l'objectif est que les fabricants de masques puissent garantir auprès de leurs clients, qu'ils soient des gouvernements ou des entreprises, la qualité et la conformité de leurs produits. Alors, à partir de cette expérience-là, ça fait 4 ans que Crystal Chain opère, on a identifié trois grandes thématiques de protection de la valeur de l'entreprise. Le premier, réagir immédiatement en cas de crise. Voilà un scénario fictif sur lequel nous avons travaillé, nous pourrions travailler aussi dans l'avenir. Vous êtes dans un secteur sensible, vous devez maîtriser les risques sanitaires, les risques réglementaires, les risques de qualité. Cette maîtrise des risques dépend de vous, bien sûr, mais aussi de tous vos fournisseurs. Tous vos fournisseurs se sont connectés à une même plateforme blockchain, ainsi que les laboratoires d'analyse et les cabinets d'audit qui auditent cette filière. Chacun a une vue en temps réel sur ce qui se passe sur cette chaîne de valeur via des tableaux de bord qui exploitent les informations enregistrées sur cette blockchain. Par exemple, une alerte de la plateforme blockchain vous remonte un potentiel risque de qualité issu d'un contrôle ponctuel fait par un de vos fournisseurs de rang 2. En temps réel, vous avez le nom et la localisation exacte des produits impactés par ce risque. Vous contactez les entités concernées, les entrepôts, les magasins, pour les informer et organiser les mesures adéquates, des actions correctives, des retraits de produits et la communication auprès de vos distributeurs. Un deuxième cas qui peut arriver, un deuxième scénario, c'est lutter contre la contrefaçon. Vous êtes une marque mondialement connue et très réputée, vos produits sont contrefaits. Alors vous avez mis en place tout un dispositif de contrôle avec les autorités, les douanes par exemple. Vos produits contiennent des marqueurs visibles ou invisibles ou inconnus qui permettent de les identifier. Or, les contrefacteurs et leurs distributeurs sont très réactifs. Vous ne savez pas à l'instant T quels sont vos produits contrefaits et où précisément. Vous décidez de compléter ces solutions par une solution de traçabilité blockchain. Vous avez impliqué dans ce projet tous vos grossistes, vos distributeurs et vos détaillants. Ils sont tous connectés et ils tracent leur flux. Alors bien sûr, on peut gérer la confidentialité. Un distributeur ne voit pas nécessairement le détail des flux de son concurrent. Vous savez où se trouve chacun de vos produits et en point de vente, les consommateurs sont incités à vérifier l'authenticité de leurs produits à partir, par exemple, d'un QR code présent ou d'un numéro. Votre tableau de bord de pilotage des flux permet d'identifier des incohérences dans les flux ou dans les remontées consommateurs. Par exemple, un numéro de série scanné d'un produit scanné par un consommateur à un moment où normalement cette série a déjà été vendue depuis plusieurs mois, ou un scan consommateur fait à un endroit incohérent avec l'endroit où devait se trouver le produit. Vous avez ainsi rapidement et à moindre coût des indices pour mener des enquêtes plus poussées. Et un troisième exemple de scénario sur les RSE. La RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un sujet
mis en avant, mais plutôt secondaire. Ça devient vraiment un sujet prioritaire sur les entreprises, nous l'avons constaté auprès de nos clients et de nos prospects. C'est un sujet compliqué, car votre chaîne d'approvisionnement est longue, avec beaucoup d'acteurs, des petits comme des grands, et elle est surtout internationale. Vous avez demandé à ce que chacun de vos fournisseurs, pour pallier ça, soit référencé sur la blockchain. Chacun y est connecté, quelle que soit sa taille, du plus petit éleveur ou artisan jusqu'aux plus grandes usines de production. Chacun trace sa production et sa contribution au produit final. Vos auditeurs peuvent avoir accès à ces informations, peuvent suivre de près toute cette chaîne et puis décider de déclencher des audits, soit digitaux, soit physiques. Ainsi, vous maîtrisez vos engagements. Vous connaissez tous vos fournisseurs, leur nom, leur localisation. Vous avez l'ensemble de leurs certifications éthiques. Vous avez immédiatement l'identification des incohérences dans les flux et vous identifiez vos fournisseurs à risque. En sécurisant votre filière, vous sécurisez votre marque et vous pouvez communiquer dessus. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, les applications blockchain pour les entreprises fonctionnent la plupart du temps de la manière suivante, la nôtre incluse. Vous avez ici une filière, c'est une représentation très, très simplifiée et linéaire pour plus de visibilité. Bien sûr, bien entendu, c'est plus complexe. Vous avez beaucoup d'acteurs, des sous-traitants de sous-traitants, des fournisseurs, etc. Chacun de ces acteurs participe à la plateforme blockchain. Il a inscrit tout un ensemble d'informations utiles pour répondre à l'enjeu. Parce que le point de départ, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez, à quel enjeu vous voulez répondre, communiquer auprès du consommateur, maîtriser votre filière. On peut inclure aussi dans cette traçabilité les prestataires de services, les auditeurs, des laboratoires et puis éventuellement des ONG. Vous avez donc dans votre plateforme blockchain, qui est symbolisée par le schéma, par le petit carré bleu en bas, tout un tas d'informations notarisées de manière sécurisée. Et cette plateforme, telle que la nôtre, elle a été paramétrée pour analyser précisément toutes ces informations, pouvoir les relier entre elles, identifier les incohérences et faire remonter des alertes en cas de non-conformité. Bref, il y a une vraie intelligence métier dans la plateforme. Ensuite, les informations sont restituées, comme je vous l'ai dit, soit au consommateur final, soit à différents acteurs de la filière. Un point important, c'est que chaque acteur est responsabilisé sur les informations qu'il met. Il s'engage par contrat à enregistrer des informations fiables et à vérifier. De toute façon, vous analysez les incohérences et vous avez des auditeurs qui peuvent aller sur le terrain. Cela garantit la qualité des informations qui sont enregistrées. On vous montre après quelques exemples de tableaux de bord. Ici, on vous montre que chaque petit carré représente une information qui a été enregistrée et le rôle d'une plateforme telle que Crystal Chain est de relier par des règles métiers ces informations pour en donner un sens. Un autre exemple de tableau de bord, pour maîtriser les risques sanitaires. Voilà, vous pilotez ici dans un seul écran tous les résultats des tests, des audits et autocontrôles qui ont été faits sur l'ensemble de la chaîne de production, avec par exemple le nombre de non-conformités. Et puis en cliquant sur un chiffre, tout simplement, vous avez le détail. Toutes ces informations-là, qu'elles soient en direct ou agrégées, proviennent de ce qui a été enregistré sur la blockchain. Et un autre exemple, ici, pour suivre les lots, vous avez un suivi précis au lot près de sa localisation. Ça vous permet de savoir où se trouve chaque lot à l'instant T, et puis d'organiser des contrôles, soit des retraits si nécessaire. Cela vous permet des actions chirurgicales, et puis d'éviter des retraits massifs, comme cela peut avoir lieu. Quand vous ne savez pas où se trouvent vos lots, dans le doute, vous retirez tout. Quand vous savez où se trouvent les lots à problème, vous allez le retirer uniquement aux endroits où ils se trouvent. Merci Sylvain. Comme vous avez pu le voir et l'entendre, un projet blockchain demande une forte expertise technique. C'est pour ça que Crystal Chain dispose d'une plateforme de traçabilité blockchain robuste et qui s'adapte en fonction des besoins métiers sur tout type de filière. D'ailleurs, en parlant de besoins métiers et de filières, Patrick, pourrais-tu nous dire pourquoi ces composantes sont clés dans un projet blockchain? Oui, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Patrick Bell de Merion NutriScience. Donc nous, comme notre nom l'indique, nous intervenons exclusivement dans les filières agroalimentaires. Donc nous sommes spécialistes de ces métiers-là. Et nous intervenons à deux phases d'une application blockchain. Dans la phase construction, élaboration, et puis également nous pouvons intervenir dans le suivi. Alors, on a parlé des différents enjeux, des bénéfices des applications blockchain. Il peut y avoir la lutte contre les fraudes. Donc, nous, en tant qu'experts de l'agroalimentaire, nous avons des outils qui permettent de suivre les tendances sur les fraudes, quels sont les produits les plus fraudés, les types de fraudes, tout ça dans l'agroalimentaire les plus courants. Donc, on peut aider nos clients à définir bien précisément les enjeux et les mesures de contrôle. Évidemment, c'est aussi très d'actualité, bien sûr, on parle de la sécurité des denrées alimentaires. C'est, j'allais dire, notre métier de base avec tous nos laboratoires et tous nos experts.
Donc là aussi, une application blockchain permet de sécuriser, apporter un degré de sécurité plus important sur les denrées alimentaires. Alors, on parle de filière quand on est sur une application blockchain. Il y a plusieurs opérateurs, Sylvain vous l'a bien montré. Nous avons la chance de connaître la réglementation applicable à chacun de ces opérateurs. Nous faisons des opérations en production agricole, chez des éleveurs, dans des usines d'aliments du bétail, bien sûr des transformateurs, distributeurs, restaurateurs. On va jusque de la fourche à la fourchette, comme on dit. Donc, voilà. Et l'autre point qui est important, c'est quelles sont les caractéristiques valorisantes qui peuvent être intégrées dans une blockchain. Sylvain nous a parlé de Carrefour. Voilà, si vous achetez un poulet label rouge chez Carrefour, et vous allez pouvoir, en scannant le QR code, connaître l'âge de naissance, le nom de l'éleveur et plein d'autres données. Donc ça, c'est en rapport avec tout ce qui est valorisant vis-à-vis du consommateur. Alors, on parle de filière, bien sûr. Donc, quelles sont, une question toujours dans la construction de ces blockchains, ces applications blockchain, c'est quelles sont les données à rentrer. Le big data, on ne va pas en faire, faut pas en faire trop, il faut en faire quand même. À quelle fréquence les intégrer. Donc là aussi, on peut apporter notre conseil sur les fréquences et surtout, qu'est-ce qu'on peut demander, puisqu'il s'agit, j'allais dire, d'une chaîne collaborative. Donc, il faut que chaque maillon de la chaîne collabore, donne ces données qui sont notarisées. Donc, qu'est-ce qu'il est réaliste de demander aux opérateurs? On ne va pas demander à un producteur, à un éleveur, de remplir des tableaux de température 3 fois par jour. Ce ne sera pas réaliste. Et enfin, et ça c'est un point très important, Sylvain vous a parlé des vérifications de cohérence, donc ça qui peuvent être faites par la plateforme Crystal Chain de façon automatique. Et ensuite, une fois que l'application blockchain fonctionne, on peut par des audits, par sondage sur les différents opérateurs, vérifier et valider que les données qui sont rentrées dans la blockchain sont bien les bonnes. Donc ça, c'est très important pour avoir un degré d'assurance encore supplémentaire. Merci Patrick, merci. Donc on a bien vu que Merion Nutrition se propose des services de test, d'audit, de conseil, de formation, de recherche pour répondre aux besoins des industriels, des transformateurs alimentaires, des traiteurs, des détaillants, des restaurateurs et dans bien d'autres secteurs. C'est pour ça qu'ils peuvent effectivement contribuer de façon significative à des projets blockchain. Mais en parlant de projet, justement, c'est la troisième composante essentielle du triptyque dont il va être question de maintenant. Un projet blockchain est-il un projet comme un autre? Comment le mener pour réussir? Thomas, peux-tu nous dire concrètement comment ça fonctionne sur la base de nos expériences? Oui, bonjour Philippe, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, j'aime bien cette question, comment réussir un projet blockchain? Parce que la réponse peut sembler triviale. C'est vrai qu'un projet, c'est un projet, c'est vrai. Cependant, un projet blockchain, eh bien, ça a des spécificités qu'il est intéressant de partager. Tout d'abord, il est nécessaire d'intégrer, et ce, dès que vous avez l'intention de vous lancer, qu'un projet blockchain est bien plus qu'un projet d'entreprise. Un projet blockchain, c'est un projet de filière. On a beaucoup utilisé ce mot. Donc, un projet de filière qui se conçoit dans un esprit partenarial. Alors, nous l'avons dit, pour sécuriser la valeur de votre entreprise, vous allez devoir travailler sur plusieurs maillons de votre chaîne de valeur, ce qui implique d'être en mesure d'aligner, de fédérer et de faire travailler ensemble les collaborateurs de votre entreprise, mais aussi un bon nombre des acteurs de votre écosystème proche, comme vos fournisseurs, vos prestataires de services, mais aussi plus éloignés, comme les fournisseurs de vos fournisseurs, dans une démarche qualité filière, par exemple. Alors, chaque acteur impliqué va devoir s'engager à faire évoluer ses processus, certainement, son organisation, je dirais vraisemblablement, et ses systèmes d'information, là pour le coup, sans aucun doute, même si c'est généralement plutôt à la marge. Et pour réussir cela, il est vivement recommandé de partager la valeur entre tous les acteurs. Il ne faut pas se leurrer. Si vous demandez à quelqu'un de partager de la donnée, il va attendre en retour que la donnée collectée lui soit au moins en partie restituée pour son profit. Il faut donc se préparer à fédérer son écosystème. Clairement, une telle démarche, on l'a vu, donne une prime au premier entrant. On l'a vraiment constaté. Le premier à se lancer sur son secteur, il va pouvoir imposer son modèle. Il va pouvoir le déployer largement pour en faire un vrai avantage concurrentiel. Et puisqu'on parle planning aussi, pour ce qui est de la mise en œuvre d'un projet blockchain, je pense que c'est important vraiment
de faire un point sur ce sujet. Au-delà d'un simple démonstrateur, hein, bien entendu, c'est très rapide, puisqu'il faut généralement 4 mois pour être opérationnel. Un projet blockchain, comme tous les projets à composantes techniques et métiers, se déroule en 3 grandes phases, vous les avez sous les yeux. La phase d'analyse and design, pour concevoir la solution dans son ensemble au regard de vos enjeux. La phase de build and develop, pour mettre en œuvre la cible, organisation, processus, SI, gouvernance. Et enfin, la phase install and deploy. Alors, cette phase, elle est trop souvent oubliée et trop de projets sont réalisés sans avoir suffisamment anticipé le fait que la solution, le nouveau modèle, elle doit fonctionner dans la vraie vie au quotidien. Alors, sans entrer dans le détail, puisqu'on n'a pas le temps là aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide retour d'expérience sur la mise en œuvre et notamment sur les 7 points clés à retenir. Tout d'abord, lors de la conception, il est important de comprendre les problématiques métiers de chacun des acteurs de son écosystème, afin de faciliter l'appropriation et de manquer aucune opportunité finalement d'apporter de la valeur à chacun. Il est plus qu'important de partir du résultat attendu, la valeur produite et qui sera restituée, notamment à travers les dashboards, et bien elle se conçoit en amont du projet. Et puisqu'on parle de conception, il est important de travailler un modèle frugal au sens qui se nourrit de peu ou encore finalement qui se nourrit du juste nécessaire. Et ça, il faudra vraiment avoir un œil sur ce sujet. Dans la phase de build and develop, il est nécessaire, et nous l'avons vu précédemment, de rassembler tout le monde autour de la table et de faire preuve de pédagogie. Le travail sur la donnée disponible est structurant, on en a déjà parlé. Il commence évidemment en phase de design. Il consiste à sélectionner les éléments factuels et les preuves, je dirais, parmi les quantités d'informations disponibles. Alors, je le disais, la phase d'installation du modèle et de son déploiement demande beaucoup d'attention. À ce niveau-là, il convient de consacrer le temps nécessaire à la préparation du déploiement avec une stratégie de cluster. Un déploiement packagé, c'est bien plus efficace qu'un déploiement entité par entité, et le travail sur la maille est essentiel. D'ailleurs, chez Eggers, on a une méthodologie pour ça, c'est notre offre Blitz Rollout. Alors, nous avons parlé des expertises nécessaires pour un projet blockchain, on a présenté quelques-uns des cas, des facteurs clés de succès, et vous propose de faire un dernier focus sur les savoir-faire indispensables pour réussir son projet. Alors, vous l'avez compris, pour fédérer, il faut savoir écouter. Écouter pour comprendre la filière, bien évidemment, et les métiers. Au démarrage, il convient de s'assurer que les acteurs clés sont bien alignés. La connaissance de la filière, je dirais, alliée à des savoir-faire métiers, comme ceux de la supply chain, par exemple, si vous êtes un acteur de la filière agro, et que vous souhaitez sécuriser la traçabilité de vos produits, eh bien, ces savoir-faire métiers favorisent l'alignement sur les enjeux et les objectifs du projet, ainsi que sur les résultats attendus. Partager permet d'exploiter les complémentarités, de créer une coopération partenariale entre des acteurs référents pour construire une démarche pertinente et structurée. Et vous devez vous mettre dans une démarche de co-construction d'une solution sur mesure. Alors là, vraiment, on conseille de partir d'une méthodologie éprouvée et bien entendu de l'adapter à votre propre contexte. Et un dernier point, il ne faut pas oublier de capitaliser. Pourquoi capitaliser ? Eh bien, pour créer de la solidité sur le long terme, en animant et en donnant de la valeur. Et demain, alors, pour aller un peu plus loin, finalement, dans cette présentation, et puisqu'il nous reste encore un peu de temps, pour aller un peu plus loin, cette présentation dont la manière dont la blockchain peut et doit, finalement, participer à la protection de la valeur de votre entreprise, eh bien, on trouve intéressant de faire le lien avec un autre sujet, Sylvain, là, on a déjà un petit peu parlé, un sujet hautement stratégique pour vos entreprises, à savoir la politique RSE. La RSE, c'est un des grands sujets d'actualité, on le disait. Tout l'enjeu d'une politique RSE est d'être en mesure de prouver des éléments de contribution qu'on va mettre en avant. Et vous l'avez compris, la blockchain apporte la garantie d'intégrité de l'information. Alors, sous l'égide des Nations Unies, 193 pays ont adopté 17 objectifs de développement durable, c'est ce qu'on appelle les ODD, dans le but de répondre aux défis actuels. Vous inscrire dans le cadre des ODD vous permet de protéger le travail que mène votre COMEX sur la RSE. Et alors la blockchain dans tout ça, vous allez me dire, eh bien, on estime que la mise en œuvre d'une blockchain permet de contribuer à au moins 8 des 17 ODD. C'est le responsable RSE de votre entreprise qui va pouvoir vous remercier parce que vous allez contribuer finalement à densifier son prochain rapport annuel. Et j'y pense maintenant, mais ce serait intéressant de partager cette vision avec vous. Je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe.
Oui, très bien. Merci en tout cas, Thomas, de pouvoir avoir partagé en tout cas cette page ouverte vers l'avenir et on aura peut-être des questions effectivement sur ces éléments. Merci aussi pour ces enseignements très concrets sur les projets blockchain. Ce qu'on a vu en tout cas, c'est qu'un projet blockchain mobilise complètement des compétences clés. Et pour le réussir, il faut matérialiser des décisions stratégiques en réalité opérationnelle en tenant des engagements dans un écosystème. Et ça, c'est clairement au cœur des compétences de Egers Conseil. Avant de passer à une partie questions-réponses, j'aimerais revenir sur quelques points importants que nous avons partagés avec vous aujourd'hui. D'abord, ces points-là, c'est vraiment la synthèse qui proviennent de nos nombreuses expériences réussies et nous en avons montré certaines. Le premier, c'est que la blockchain est un levier fort de protection, voire même de développement de la valeur de votre entreprise. Le deuxième, c'est que la blockchain, c'est une blockchain performante. Elle est basée sur une technologie qui génère de la confiance. Et la confiance, c'est important et ça s'adresse à tous les secteurs d'activité et aux entreprises de toute taille. Et enfin, pour réussir un projet blockchain, il est capital de structurer un écosystème exogène avec des acteurs internes, des acteurs externes et en faisant appel à des expertises métiers et filières qui sont encore parfois des référents ailleurs. Merci pour votre attention. Maintenant, nous allons passer à vos questions et nous allons y apporter des réponses. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions. La première des questions qui a été posée, c'est une question peut-être que Sylvain va pouvoir répondre. Bonjour, nous dit Jean-Marc, comment la blockchain est-elle sécurisée et comment les informations restent gravées dans le marbre? Sylvain, tu as marqué un point, gravé dans le marbre, ce sont tes mots, ceux que tu avais écrits. À toi. Oui, j'ai mis la caméra et le micro. Je suis désolé, je vais devoir rentrer un peu dans la technique. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est gravé dans le marbre. La première, c'est que blockchain, c'est chaîne de blocs. C'est-à-dire que les informations sont chaînées entre elles. Quand vous rajoutez une information dans une blockchain, elle est chaînée par un algorithme très particulier et qui prend du temps à être mis en place aux informations précédentes. Et quand il y a une nouvelle information qui arrive, elle est aussi chaînée aux précédentes, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, une information qui a été enregistrée, par exemple, la veille, elle est suivie d'autres informations. Et que si vous voulez changer cette information, il va falloir changer toutes les informations suivantes qui ont été enregistrées. Et changer une information, ça coûte du temps de calcul. C'est compliqué. La première raison. La deuxième raison, c'est que toutes ces informations-là qui sont chaînées, elles sont dupliquées sur plein d'ordinateurs. Alors non seulement il va falloir hacker un ordinateur et lui faire recalculer toute la chaîne, mais il va falloir hacker tous les autres ordinateurs qui sont connectés entre eux. Donc c'est extrêmement compliqué. Merci. Une question qui est liée aussi, c'est comment sécuriser les données d'entrée? Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de données erronées? C'est une bonne question. Alors, dans notre application chez CrystalChain, on a le droit à l'erreur. Vous pouvez vous tromper. C'est-à-dire, vous enregistrez une information le lundi, j'ai produit 1 tonne de laine, par exemple, puis vous vous rendez compte que ce n'est pas 1 tonne, mais 1 tonne 2. Dans ce cas-là, vous corrigez. Mais nous, on aura gardé la trace. C'est un peu comme quand vous émettez une deuxième facture. Vous avez un numérotateur de facture. Donc, on garde la trace et ça peut être modifié. Par contre, si vous modifiez la veille d'un audit, il pourrait y avoir un doute. Là, l'auditeur ira creuser. Donc les informations sont enregistrées. En fait, il y a 3 raisons pour lesquelles on garantit l'information, enfin on peut avoir confiance dans l'information, c'est que l'information, elle est signée et elle est enregistrée pour l'éternité. C'est un peu comme si vous signez un document et vous le déposez chez le notaire. Donc ça vous engage. De plus, les contrats de collaboration entre les personnes de la filière engagent là-dessus. Il y a un risque aussi, si vous mettez une information erronée de manière délibérée, de vous faire sortir de cette filière. Donc, le premier point, c'est la responsabilisation. Le deuxième point, c'est l'analyse de cohérence. C'est pour ça que la compréhension du métier est importante. On va vérifier que les informations sont cohérentes entre elles. On travaille, nous, par exemple, sur des chaînes bio. Dans le bio, parce que la bio, la demande est plus forte que l'offre, la tentation est forte que dans votre pain bio, vous mettiez de la farine qui n'est pas bio. Donc, on va vérifier si vous avez produit 1 tonne de pain, vous avez bien acheté les 600 kilos de farine bio correspondante auprès de vos fournisseurs, parce qu'on a l'information des fournisseurs. Et le troisième point, c'est que dans la plupart des filières qu'on audite, si ce n'est toutes, il y a aussi des filières sur lesquelles on travaille, il y a aussi des auditeurs qui viennent voir les entreprises 1 fois par an, et là, ils pourront avoir accès aux données en temps réel. En plus de ça,
On l'a dit au début, je préside la commission blockchain à l'AFNOR. Il y a des travaux internationaux de normalisation de la blockchain. Nous allons lancer très prochainement, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, une norme française qui vise à garantir l'intégrité de l'information qui est enregistrée dans la blockchain. Cette norme visera à certifier les entreprises et leurs pratiques quant à leur utilisation de la blockchain. Merci Sylvain, merci pour cette réponse très détaillée. Une autre question, alors les exemples semblent montrer que le client impose à ses fournisseurs un système, mais quel intérêt pour les fournisseurs dans vos exemples de travailler avec la blockchain à part garder le marché, notamment pour les petits fournisseurs qui sont peu digitalisés? Sylvain, tu prends Moi, je encore veux la bien main pour répondre. l'instant. En termes de bénéfices, donc pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, je pense que tu as donné des éléments tout à l'heure, mais ce serait bien de les Oui, reprendre. alors j'ai vu la question effectivement qui était posée. La personne a dit c'est garder le marché. Mais alors effectivement, il y a de ça. Quand vous êtes un fournisseur d'un client qui vous demande de tracer dans la blockchain, ça renforce les relations. Ça renforce la confiance que le client peut avoir dans ce fournisseur-là. Ensuite, il y a une deuxième sous-question dans ce que j'ai vu, c'est que certains sont peu digitalisés. Effectivement, certains sont peu digitalisés et on a fait des projets pour des grosses entreprises où il y avait encore du papier. Et donc pour ça, on n'a jamais été freiné là-dessus. On arrive toujours à un moment donné à récupérer de l'information de manière digitale. On a une application smartphone, par exemple. Et je veux même vous donner un exemple extrême. On fait de la traçabilité de la laine, depuis le mouton jusqu'à l'usine de confection. Il y a 5 ou 6 étapes, 5 ou 6 étapes dans la filière. Mais le mouton, c'est un éleveur dans la pampa argentine. Il a un vieux Nokia 3310. Il n'a pas la 3G. Donc pour ça, on a mis en place un système de captation d'informations par SMS. On envoie un SMS à l'éleveur. Confirmez-vous avoir livré telle quantité de laine à telle usine. Et il répond avec un code. Et on enregistre sa réponse. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours une solution pour récupérer de l'information. Alors, il y a plusieurs, il y a beaucoup de questions, tant mieux. Donc là, on va essayer de répondre peut-être de façon assez rapide pour en couvrir un maximum. Il y a une question très, très précise. Est-ce qu'il existe des solutions blockchain pour remplacer des DRM, les DRM, pardon, les DRM des PDF et format EPUB? Attention au micro, Sylvain. Est-ce Ouais, qu'il y a pour des moi, solutions? oui. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Dans la commission AFNOR que je préside, j'ai deux spécialistes de la gestion de la propriété intellectuelle, une avocate et un spécialiste des milieux culturels et artistiques qui pourront vous répondre. Je peux vous mettre en relation avec eux. La blockchain a beaucoup intéressé ce secteur, hein, le cinéma, la musique, etc. Je crois qu'il y a des travaux en cours. Je ne pourrais malheureusement pas vous répondre, mais envoyez-moi un mail et je vous mettrai en relation avec ces deux spécialistes. Donc, Yves, nous reviendrons sur cette réponse-là directement. Une question sur la méthode, donc peut-être Thomas qui va y répondre. Quelle méthode utilisez-vous pour fédérer un écosystème? Ah, c'est intéressant comme question. Alors, il y a des méthodes, il y a des méthodologies. C'est surtout quand même énormément de bon sens. Fédérer un écosystème, déjà, c'est commencer par se réunir, hein, par se parler, par s'écouter et par trouver des enjeux communs. Il faut mettre en place finalement une démarche win-win et ça marche. Très bien. Donc, c'est des démarches effectivement de mise en œuvre partenariale. Alors, quelle technologie mobile, web, les deux? Les serveurs se trouvent où? Et le coût énergétique des data centers pour ces données a-t-il été évalué? J'ai mélangé deux questions en une pour faire. Alors, Sylvain. Je peux redire, un point par point, il y avait beaucoup de questions dans les questions. Ouais. C'est quoi le coût énergétique? Oui, alors la technologie mobile web, les serveurs se trouvent où et derrière le coût énergétique des data centers pour évoluer. Donc des questions très, très tournées techno que j'ai rassemblées Bon, là. j'aurais dû inviter notre directeur technique, j'aurais été plus à l'aise. Le coût énergétique, alors effectivement, on a beaucoup parlé du coût énergétique de la blockchain. Nous, on utilise une blockchain privée dans lequel, avec un protocole de validation de données qui est beaucoup moins gourmand en énergie que ce qui peut se faire dans les blockchains publiques. Néanmoins, toutes ces blockchains, la première blockchain, c'était celle du Bitcoin, qui était très gourmande
temps de calcul et donc en énergie électrique. La blockchain Ethereum est suivie avec le même système. Il y a des mises à jour des technologies blockchain qui sont en train d'être faites, notamment sur celle d'Ethereum, vers des systèmes de validation de données beaucoup moins gourmands en énergie. Pour faire rapide, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans les technologies, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un blocage ou quelque chose qui ne va pas, il y a suffisamment d'intelligence sur la planète pour résoudre ce problème. Et ce problème de consommation énergétique a bien été identifié. Et sur certaines blockchains, il est déjà résolu. Et sur d'autres, comme Ethereum, il est en train d'être résolu. Parfait. Donc, tu as répondu aussi à mobile, web. Effectivement, tu as donné des exemples très, très concrets. Par rapport S'il y a des à… questions techniques, je peux y répondre offline parce que ça mérite des réponses un peu plus longues. C'est très clair. Est-ce que on connaît des applications en matière de flux de douane, de flux douanier pour la Ouais, blockchain? alors moi, j'ai été confronté à 3 sujets qui impliquaient les douanes, qui s'intéressent beaucoup à la blockchain, qui concernaient des taxes, le Made in France, et le troisième, c'était sur les transports internationaux, les flux internationaux. J'ai pas entendu parler d'applications qui sortent, mais en tout cas, je sais que les douanes s'y intéressent beaucoup, et ce qui est normal. Euh, je pense qu'au niveau de l'Europe aussi, il y a des choses comme ça. La taxe Sud, c'est la commission qui s'occupe des impôts et des taxations, s'intéresse beaucoup à la blockchain. Donc ça va venir. Il y a 3 questions venant d'endroits différents concernant la partie, on va dire, budgétaire au sens large, le coût moyen de la mise en place, du run, de la maintenance, et voire même une question sur l'investissement interne en termes de ressources qu'il faut planifier pour les premières phases au moins du projet. Alors, je vais prendre la réponse à celle-là. Alors, d'une façon générale, bien évidemment, il n'y a pas un prix pour un projet blockchain. Un projet blockchain, c'est quelques dizaines de milliers d'euros et ça commence à partir de ce montant-là, plutôt dans la partie basse de cette enveloppe. Et puis, ça peut être très grand, ça dépend de la taille, de votre secteur, de votre entreprise, de votre couverture géographique, etc. Donc, il y a effectivement une approche budgétaire qui doit être structurée en fonction du périmètre pertinent et puis de votre secteur d'activité. Mais je voudrais, par rapport à cette partie budgétaire-là, juste que tous les gens qui se posent cette question réfléchissent et se disent, mais ça coûte combien la réputation de mon entreprise en cas de crise si je ne sais pas répondre ou si je n'ai pas les données pour prouver. La partie en tant que telle de budgétisation est effectivement très importante, mais à mettre au regard effectivement des enjeux. Et puis derrière, sur la partie investissement interne pour planifier les premières phases de projet, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'impliquer tous les acteurs qui sont clés. C'est un investissement qui est relativement souple sur les 4 premières semaines et qui peut effectivement avancer. Des questions autres. Est-ce qu'une PME qui souhaite mettre en place la blockchain, comment arrivera-t-elle à convaincre son écosystème pour participer au projet? Donc, comment entraîner, quand on est une PME, son écosystème autour? Thomas, peut-être, tu as parlé d'écosystème tout à l'heure, si tu peux revenir dessus. Oui, je pense que c'est comme à chaque fois, hein. C'est une question de valeur, c'est une question de proposition de valeur. On l'a vu, donc, et tu en parlais, hein, Philippe, à propos du budget. La vraie question, c'est pas qu'est-ce que ça va me coûter, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça va m'éviter de perdre. Si vous êtes une PME, il faut absolument avoir une véritable proposition de valeur et c'est ce que l'on met en place. En tout cas, on accompagne aujourd'hui un certain nombre d'acteurs à identifier la proposition de valeur pour pouvoir déployer. Très bien. Il y a une question sur la traçabilité de la laine, très concrète. Je reviens sur la traçabilité de la… Je lis la question. Hein. Je reviens sur la traçabilité de la laine. Vous récupérez les données par SMS. C'est possible de le faire dans différents continents, par exemple Afrique vers Asie ou d'un pays à l'autre. Le contexte est détaillé puisque la personne demande, nous envisageons de faire la traçabilité de balles de coton d'un pays Afrique A vers 3 autres pays B, C, D et nous étions bloqués à l'utilisation GSM qui coûte extrêmement cher d'un pays à l'autre.
Alors, est-ce que tu as déjà une expérience dans cet univers-là, Sylvain, sur de Alors, la nous, on s'était blockchain intéressé au internationale? coton. On était approché par plusieurs producteurs ou traders de coton. Je reviens sur la laine. Effectivement, le service qu'on utilise pour les SMS, il est international. Donc, il marche vraiment dans tous les pays. L'application smartphone qu'on utilise, elle peut être utilisée offline et ensuite, dès qu'il y a une connexion, elle se connecte et elle envoie les données. Voilà. Après, il faudrait connaître le contexte de ces pays africains. Quel est le coût du SMS, etc. On peut peut-être envisager des SMS en bloc. Le mieux, c'est que la personne, j'ai vu la question aussi, hein, nous contacte pour avoir un peu plus d'informations. OK. En tout cas, le service qu'on utilise là sur la laine, elle est produite en Australie. Bon, il n'y a pas de problème de 3G là-bas. En Argentine, en Uruguay et aux États-Unis. Et en Super. Argentine et en Uruguay, il n'y a aucun problème de connexion là-bas. Parfait. Une question, est-ce que les blockchains, ça va avoir un impact sur les coûts? Est-ce que ce sera plus cher? Est-ce que ce sera plus compliqué, plus long? Parce que si on donne plus d'espace aux petits, du coup, quand on est un acteur référent sur un marché, tel que je le devine dans la question, est-ce que ça va justement alourdir toute la gestion et les échanges d'informations dans un écosystème? Je peux répondre si tu veux, mais non, en fait, ce qui est important dans ce genre de projet, en tout cas au démarrage, c'est d'exploiter l'existant. Parce que les gens utilisent, enfin, chaque acteur d'une filière, il a déjà beaucoup d'informations sur sa production, sur ses contrôles, etc. Et nous, on fait très très attention au début de récupérer toutes les informations existantes. Et c'est déjà beaucoup. Parce que rien que le fait de les récupérer, de les mettre en commun, de les relier et d'en faire des tableaux de bord et des communications consommateurs, c'est déjà énorme. Et donc, Super. ça ne demande pas de temps supplémentaire. Enfin, voilà, il suffit juste de connecter un système existant à notre blockchain ou alors de récupérer un fichier Excel qui était déjà utilisé. On fait, c'est, j'allais dire, plug and play. On se connecte à quelque chose d'existant. Philippe, Alors, Philippe peut-être si je peux me permettre, effectivement, pour compléter, Sylvain, sur les projets que l'on mène ensemble en ce moment, effectivement, on part de l'existant et on va systématiquement dans la phase de déploiement, mise en œuvre. On essaye d'aller très rapidement vers de l'industrialisation, c'est-à-dire que vers de l'intégration automatisée sur la base des systèmes. Et je le disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a à un moment ou à un autre, si on ne veut pas multiplier les tâches, eh bien, il y a aussi une légère évolution à faire de ces systèmes d'information pour que ce soit complètement transparent lorsque c'est possible, bien évidemment. Une question sur existe-t-il des ponts techniques pour véhiculer rapidement et facilement la data d'une blockchain à une autre? Alors, Oui, il y a plusieurs ponts. Alors, c'est un sujet. À minima, on peut faire des API d'une blockchain à une autre. Ça existe déjà. Nous, on a notre plateforme, elle a des API qui peuvent communiquer vers l'extérieur. La communication d'informations n'est pas un problème. Après, il y a des sujets d'interopérabilité du cœur de la blockchain vers un autre cœur de blockchain. C'est des sujets un peu plus compliqués parce que très techniques. Et dans les travaux de l'ISO, dans les travaux de normalisation auxquels je participe, il y a un sujet d'interopérabilité qui est assez complexe parce que les blockchains évoluent. Mais du point de vue de l'utilisateur, la question de l'interopérabilité n'est pas nécessairement celle de la blockchain, mais l'interopérabilité des données. C'est-à-dire, si j'enregistre des données dans une blockchain, est-ce que je pourrais les exploiter dans une autre application, dans une autre blockchain? Là, la réponse est oui. Et certains de nos clients nous ont demandé de faire ce genre de pont. On peut le faire. C'est très facile. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y a deux choses. Il y a l'interopérabilité des données métiers qu'on a enregistrés dans la blockchain et l'interopérabilité technique des nœuds de la blockchain vers une autre blockchain. Et ça, c'est un sujet un petit peu plus compliqué. on arrive à la fin du temps qu'on s'était donné. Je vais encore ouvrir pour une question et puis on va avancer aussi. Pourquoi la blockchain est-elle plus pertinente qu'une base de données traditionnelle, la blockchain étant alimentée par des transactions SI? Pourquoi la blockchain, c'est plus pertinent? Pour des raisons techniques et des raisons organisationnelles. Euh, alors, une application blockchain telle que la nôtre, notre plateforme elle est modulaire et la blockchain c'est un des modules. Il y a beaucoup d'autres modules qui sont les modules d'acquisition de données, les modules de traitement de données, les modules de tableau de bord, etc. Donc,
une plateforme blockchain, la blockchain est une partie de la plateforme. Alors en quoi ça change d'une base de données traditionnelle? Je vais reprendre les arguments. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enregistré, je ne peux pas le modifier. Donc ça donne confiance. Le deuxième argument, c'est que c'est distribué. La blockchain, chaque acteur en a une copie s'il le souhaite. Donc ça renforce la confiance aussi. Et ça participe à... et donc on ne dépend pas d'un tiers centralisé qui gérerait lui-même la base de données. Donc ça participe à cette confiance. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a 3 ans, j'ai fait le projet de traçabilité du poulet pour Carrefour. Je suis allé en Auvergne et on avait une réunion avec les gens de Carrefour, représentants des éleveurs, de l'usine d'aliments, des accouvoirs et l'abattoir. Carrefour est arrivé, c'est une très très grosse entreprise, 50 milliards de chiffre d'affaires, face à ces petits acteurs locaux. Et Carrefour a commencé à expliquer son projet de traçabilité. Donc, vous voyez un peu de genre dubitatif. Puis à un moment, on aurait expliqué, oui, mais c'est la blockchain, c'est partagé, vous aurez une copie, et Carrefour ne pourra pas modifier les informations. Et là, tout le monde s'est détendu. Tout le monde s'est dit, ah oui, d'accord, dans ce cas-là, je ne dépends pas de Carrefour, j'ai aussi ma part du système en moi. Et donc, cette valeur technique, cette fonctionnalité technique a eu un impact sur la capacité de rassembler des gens autour de la même table. Cette neutralité de la technologie. Super. Merci à tous, merci à tous les participants, merci à Thomas, à Sylvain et Patrick d'avoir partagé de façon transparente et engagée aujourd'hui. Vous recevrez tous rapidement un lien pour accéder au replay de ce webinaire. Merci pour vos questions, toutes vos questions. Bien évidemment, nous n'avons pas forcément répondu dans le détail à tous les points spécifiques qui pourraient vous intéresser compte tenu de votre secteur d'activité, de votre entreprise, de votre maturité par rapport à la blockchain ou de la confidentialité de certains de vos projets. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous exposer vos enjeux, vos souhaits et nous saurons vous répondre. Donc, je vous dis à très bientôt. On avance dans le partage. On est prêt même à faire des webinaires thématiques par rapport à des verticaux d'activité, puisqu'il y avait des secteurs d'activité qui étaient particulièrement représentés aujourd'hui. Donc, on aura probablement l'occasion de se retrouver bientôt autour d'un autre webinaire sur des sujets en approfondissant par rapport à certains secteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous.